Pendant des semaines, les gros titres se sont concentrés sur une seule histoire. Les frappes aériennes, l'arrestation, Maduro menotté, les réserves de pétrole, les débats juridiques pour savoir s'il s'agissait d'une invasion ou d'une opération policière. Mais cette phase est terminée. Ce que nous observons maintenant est quelque chose de différent, quelque chose qui importera bien plus que le drame d'un samedi matin à Caracas. Le Venezuela n'est plus le gros titre, c'est l'étude de cas. Une étude de cas sur comment les États-Unis utilisent le pouvoir, comment la Chine utilise la retenue et comment l'Amérique latine juge les deux. Et voici ce que la plupart des analystes manquent. L'opération a offert à la Chine une victoire de propagande. La Chine appelle au droit et au dialogue pendant que les États-Unis bombardent leurs voisins et menacent la région. Le Venezuela n'était pas la crise, c'était le test, et le monde l'a noté. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui change réellement. Pas seulement ce qui s'est passé au Venezuela, mais comment cette opération a modifié les perceptions à travers l'Amérique latine, renforcé la position diplomatique de la Chine et révélé un changement fondamental dans la façon dont le pouvoir américain opère. C'est une question de structure, de crédibilité, de ce qui se passe quand la coercition remplace la persuasion comme outil principal d'influence. Laissez-moi vous expliquer ce qui se déroule. Si vous pensez que ce type d'analyse approfondie est important, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail, ce qui a réellement changé cette semaine. D'abord, établissons comment l'histoire est passée de l'événement à la structure, du choc au processus juridique à la réponse internationale. Le pouvoir au Venezuela est formalisé à travers les tribunaux américains. Maduro fait face à des accusations fédérales à New York. Cela tire toute la situation dans la machinerie judiciaire américaine, créant des cadres juridiques qui façonneront ce qui se passe ensuite. Mais c'est la réaction internationale qui a changé la dynamique. Ce n'est plus seulement la condamnation de quelques pays, c'est une réponse régionale, une réponse de bloc. Le Brésil, la Colombie, le Mexique, le Chili, l'Espagne, l'Uruguay ont publié une déclaration conjointe condamnant l'opération. Pas des déclarations individuelles, conjointes. C'est significatif parce que cela montre une coordination. Cela montre que les gouvernements latino-américains voient cela comme une menace partagée, pas seulement le problème du Venezuela. Et le système des Nations Unies est maintenant sous tension. Plusieurs pays ont accusé les États-Unis d'avoir kidnappé un chef d'État, d'avoir mené un changement de régime sans autorisation du Conseil de sécurité et d'avoir violé l'interdiction de la Charte de l'ONU d'utiliser la force contre des nations souveraines. La mission internationale indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Venezuela a déclaré que les violations présumées par le gouvernement de Maduro ne justifient pas une intervention militaire qui enfreint le droit international. Donc la question est passée de « était-ce légal selon la loi américaine ?» à « est-ce que le droit international signifie quelque chose quand une grande puissance décide de l'ignorer ?» Et cette question a des implications bien au-delà du Venezuela. Le nouvel outil du pouvoir américain. Soyons clairs sur ce qui se passe structurellement. Pendant des décennies, l'influence américaine reposait sur les alliances, les institutions et l'intégration économique. Les pays voulaient faire partie du système dirigé par les États-Unis parce qu'il offrait stabilité, croissance et règles prévisibles. Cette fondation s'érode, et ce qui la remplace, c'est la coercition économique soutenue par la menace de la force. Les États-Unis comptent maintenant fortement sur les sanctions, les tribunaux, les saisies d'actifs, les points d'étranglement énergétique et le contrôle de l'infrastructure financière. Selon les données de 2024, 60% des pays à faible revenu sont sous une forme ou une autre de sanctions financières américaines. Les États-Unis imposent 3 fois plus de sanctions que tout autre pays ou organisme international.
Ce n'est pas de la construction de coalition, c'est de l'application de pression. Si vous n'obéissez pas, vous êtes coupé des systèmes financiers basés sur le dollar. Si vous essayez de contourner ces systèmes, vous faites face à des sanctions secondaires qui punissent quiconque fait affaire avec vous. Et maintenant, comme le Venezuela le démontre, si la pression économique ne fonctionne pas, la force militaire devient l'option suivante. Mais voici le problème. Pour une grande partie du monde, cela ne ressemble pas à du leadership. Cela ressemble à de la coercition. Cela ressemble à des menaces plutôt qu'à des partenariats. Et cela change la façon dont les pays calculent leurs intérêts. Parce que si travailler avec les États-Unis signifie que vous pourriez être la prochaine cible quand les priorités politiques changent, pourquoi lieriez-vous votre économie aux systèmes américains? C'est la contradiction stratégique. Plus les États-Unis utilisent la pression économique et la force militaire pour maintenir leur dominance, plus les autres pays ont d'incitation à réduire leur dépendance au système contrôlé par les États-Unis. L'effet Chine, comment l'Amérique a perdu la guerre de l'image, et c'est là que la Chine entre dans l'histoire. Pas par l'action militaire, pas par les menaces, par le positionnement. La Chine a gagné une victoire de propagande sans tirer un coup de feu. Pékin s'est présenté comme le défenseur de la souveraineté et du droit international. Elle a condamné l'opération américaine comme une violation de la charte de l'ONU. Elle a appelé au dialogue et au respect du droit du Venezuela à résoudre ses affaires internes sans interférence externe. Et voici la partie clé. Ce message a résonné à travers l'Amérique latine parce que ce que les pays latino-américains ont vu, c'est ceci. La Chine construit des infrastructures dans leur pays. Les États-Unis bombardent leurs voisins. La Chine offre des prêts et des accords commerciaux. Les États-Unis menacent de tarifs et de sanctions. Ce n'est pas une question de moralité. Le gouvernement chinois a son propre bilan de coercition et de contrôle. Mais dans ce concours spécifique, dans cette région spécifique, la Chine s'est positionnée comme le partenaire stable, tandis que les États-Unis semblaient imprévisibles et agressifs. Le président brésilien Lula a dit que l'opération était un grave affront à la souveraineté et un précédent extrêmement dangereux. Le président colombien Petro a condamné les frappes et a dit que les conflits devraient être résolus par les peuples eux-mêmes en paix. Le Mexique l'a qualifié de violation claire de l'article 2 de la Charte de l'ONU. Ce sont des puissances régionales majeures et elles ne font pas que critiquer l'opération. Elles signalent qu'elles voient les États-Unis comme un partenaire moins fiable qu'elles ne le pensaient. Nous avons essayé d'effrayer la Chine. Nous avons fini par faire de la publicité pour la Chine parce que chaque pays du Sud global regarde et se demande si les États-Unis peuvent faire ça au Venezuela, qu'est-ce qui les empêche de nous le faire si nous prenons des décisions que Washington n'aime pas? L'Amérique latine, de partenaires aseptiques. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour l'hémisphère, parce que l'opération Venezuela ne s'est pas produite de manière isolée. Elle fait partie d'un schéma plus large de menaces et de pressions dirigées contre plusieurs pays. L'administration Trump a publiquement menacé ou fait pression sur la Colombie, le Mexique, Cuba et Panama. La Colombie sur la politique migratoire, le Mexique sur le commerce et la sécurité frontalière, Cuba comme toujours, Panama sur le canal. Et le Venezuela est la preuve que ce ne sont pas que des menaces rhétoriques. Elles peuvent escalader vers l'action militaire. Donc les gouvernements latino-américains recalculent. Pendant des décennies, l'hypothèse par défaut était que s'aligner avec les États-Unis offrait des avantages économiques et des garanties de sécurité. Maintenant, cette hypothèse est remise en question. Les pays choisissent maintenant entre deux modèles. L'économie chinoise prévisible, prêts, infrastructures, investissements, accords commerciaux avec des termes clairs, versus le pouvoir américain imprévisible qui peut changer selon la politique intérieure, les publications sur les réseaux sociaux et les changements de politique soudains. La Chine offre des contrats à long terme et ne se soucie pas de votre gouvernance interne.
Les États-Unis offrent l'accès à la plus grande économie du monde, mais exigent l'alignement sur la politique étrangère, les règles commerciales et de plus en plus les décisions politiques. Pour beaucoup de pays, surtout ceux qui ont été à la réception de la pression américaine, le modèle chinois commence à paraître plus attractif. Pas parce que la Chine est moralement supérieure, mais parce qu'elle est plus prévisible. Et ce changement, de voir les États-Unis comme le partenaire naturel, à voir la Chine comme une alternative viable, c'est une perte stratégique qui prendra des années à inverser. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre la géopolitique mondiale, pensez à liker et vous abonner pour nous aider à continuer ce travail. L'histoire du pétrole avec un nouveau contexte. Ramenons cela au pétrole parce que le pétrole est toujours central pour comprendre pourquoi le Venezuela compte. Le Venezuela a 300 milliards de barils de réserves prouvées, les plus grandes au monde. Mais la production s'est effondrée sous Maduro. L'infrastructure s'est dégradée. La production est passée de plus de 3 millions de barils par jour à moins d'1 million. Donc pourquoi est-ce important stratégiquement si le Venezuela ne produit pas beaucoup de pétrole? Parce que ce n'est pas une question de production actuelle, c'est une question de contrôle futur et de dénomination de la monnaie. Pendant 50 ans, le pétrole mondial a été tarifé principalement en dollars américains. Cela crée une demande automatique pour la monnaie américaine. Chaque pays qui a besoin de pétrole a besoin de dollars. Cette demande permet aux États-Unis d'emprunter à bas coût et de financer des déficits qui seraient insoutenables autrement. Mais ce système se fracture. Les nations BRICS règlent de plus en plus les échanges énergétiques en monnaie locale. L'Arabie saoudite a refusé de renouveler son accord exclusif en dollars. Et le Venezuela sous Maduro vendait du pétrole à la Chine en yuan, réglé via les systèmes de paiement chinois. Si le Venezuela, assis sur les plus grandes réserves du monde, prouve qu'on peut tarifer le pétrole en dehors du dollar et survivre, d'autres pays suivront. C'est ça la menace. Pas que le Venezuela vendrait 1 million de barils par jour à la Chine, mais que le Venezuela démontrerait qu'un système alternatif fonctionne. Donc les États-Unis ont retiré le gouvernement. L'objectif est de ramener le pétrole vénézuélien dans le commerce libellé en dollars, d'empêcher la Chine de sécuriser un approvisionnement indépendant et de maintenir le contrôle sur la tarification énergétique mondiale. Mais voici l'ironie. La Chine construit des infrastructures au Venezuela. Les États-Unis les bombardent. La Chine offre la stabilité. Les États-Unis créent des crises. Et du point de vue des nations productrices de pétrole qui regardent cela, le message est clair. Vendre à la Chine pourrait être plus sûr que vendre aux États-Unis parce que la Chine ne vous envahira pas si vous changez de fournisseur. C'est la contradiction stratégique. L'opération pourrait sécuriser le contrôle à court terme sur le pétrole vénézuélien, mais elle accélère la tendance à long terme vers des systèmes énergétiques non dollars. Le droit international et l'ONU, l'effondrement de la crédibilité. Maintenant, parlons des dommages juridiques et institutionnels. Selon la charte de l'ONU, la force militaire contre un autre État sans autorisation du Conseil de sécurité ou une menace imminente est interdite. C'est fondamental. C'est le principe qui est censé empêcher les grandes puissances d'envahir des voisins plus faibles. Les États-Unis ont violé ce principe. Et quand ils ont été confrontés, la réponse était essentiellement « et alors ?» Plusieurs pays ont fait remarquer que cela ressemble exactement au genre d'agression unilatérale que les États-Unis critiquent quand la Russie ou la Chine le font. L'hypocrisie est évidente et elle sape chaque argument que les États-Unis avancent sur l'ordre basé sur les règles. Parce que si les règles ne s'appliquent que quand c'est commode, ce ne sont pas des règles, ce sont des préférences, et des préférences soutenues par le pouvoir sont juste de la coercition. Ce n'est pas la première fois. Les États-Unis ont soutenu une tentative de coup d'État contre Hugo Chavez en 2002. Ils poursuivent le changement de régime au Venezuela depuis plus de 20 ans par des sanctions
la pression politique et le soutien au mouvement d'opposition. Mais cette opération était différente. C'était une action militaire directe. C'était des frappes aériennes sur une capitale. C'était le retrait d'un chef d'État en exercice par la force. Et cela crée un précédent. Si les États-Unis peuvent faire cela sans conséquence, qu'est-ce qui empêche d'autres nations puissantes de faire la même chose? Pourquoi la Chine devrait-elle respecter la souveraineté de Taïwan? Pourquoi la Russie devrait-elle respecter les frontières de l'Ukraine? La réponse avant était « parce que le droit international l'interdit ». Mais si le droit international ne contraint pas les États-Unis, pourquoi devrait-il contraindre quelqu'un d'autre? C'est l'effondrement de la crédibilité. Et ce n'est pas seulement juridique, c'est institutionnel. Le système de l'ONU dépend des grandes puissances qui au moins prétendent respecter les règles. Quand elles les ignorent ouvertement, le système perd sa légitimité. Et une fois que la légitimité est partie, tout ce qui reste, c'est le pouvoir. Et le pouvoir seul est une fondation fragile pour l'ordre mondial. L'élan du complexe militaro-industriel. Voici une dimension qui n'est pas assez discutée. Ces décisions ne reflètent pas nécessairement la volonté du peuple américain. Elles reflètent l'élan des institutions qui bénéficient du conflit et de l'instabilité. Le président Eisenhower a averti du complexe militaro-industriel en 1961. Il a dit que l'influence de ce complexe était économique, politique et même spirituelle, ressentie dans chaque ville, chaque capitale d'État et chaque bureau du gouvernement fédéral. Cet avertissement est plus pertinent aujourd'hui que jamais. La politique est de plus en plus guidée non par le débat démocratique ou les préférences des électeurs, mais par un establishment de sécurité qui opère avec une supervision minimale, des budgets énormes et des intérêts institutionnels qui favorisent l'action plutôt que la retenue. Le Congrès n'a pas été consulté avant l'opération Venezuela. Le Gang of Eight, les dirigeants du Congrès qui sont censés être informés des opérations sensibles, ont été informés après que les frappes avaient déjà commencé. Les décrets exécutifs et les pouvoirs d'urgence ont élargi le pouvoir présidentiel au point où l'action militaire peut être initiée sans contrôle législatif significatif. Ce n'est pas une question d'une administration, c'est un changement structurel où la branche exécutive, soutenue par les agences de renseignement et les contractants de défense, peut mener des opérations qui remodèlent les relations étrangères sans responsabilité démocratique. Et le coût de ce changement apparaît de façon qui ne sont pas toujours visibles. Dans les alliances tendues, dans les pays qui se couvrent contre l'imprévisibilité américaine, dans l'érosion du soft power et de la crédibilité diplomatique. Ce n'est pas la volonté du peuple américain, c'est l'élan de la machine. Ce que cela signifie pour l'avenir. Donc, où cela nous laisse-t-il? Le Venezuela ne sera pas rappelé pour Maduro. Il ne sera pas rappelé pour le raid ou les procédures juridiques à New York. Il sera rappelé comme le moment où les États-Unis ont perdu le terrain moral, le moment où la Chine a gagné du terrain diplomatique, le moment où l'Amérique latine a cessé de faire confiance à la retenue américaine. L'opération a peut-être atteint son objectif immédiat. Maduro est en détention. Le processus juridique est en cours. Des structures favorables aux États-Unis pourraient éventuellement contrôler le pétrole vénézuélien. Mais stratégiquement, le coût est énorme. Les alliances sont tendues. Les institutions internationales sont affaiblies. L'ordre basé sur les règles que les États-Unis prétendent défendre a été sapé par les actions américaines. Et les pays du monde entier tirent des conclusions. Ils concluent que s'aligner trop étroitement avec les États-Unis est risqué, que se diversifier loin des systèmes basés sur le dollar est prudent, que l'offre de la Chine de partenariat économique sans interférence politique vaut la peine d'être considérée. Ces conclusions façonneront la prochaine décennie de politique mondiale, et elles découlent toutes de décisions prises ces dernières semaines. La question n'est pas de savoir si l'opération Venezuela était légale selon la loi américaine. La question est de savoir si c'est ainsi que l'Amérique prévoit de diriger.
par la pression économique soutenue par la force militaire, par la coercition plutôt que la coopération. Parce que si c'est la stratégie, le monde va répondre en construisant des systèmes alternatifs, en se couvrant contre le pouvoir américain, en choisissant des partenaires qui offrent la stabilité au lieu des menaces. L'histoire oubliera l'opération. Elle se souviendra du changement. Et ce changement redéfinit ce que le pouvoir américain signifie au XXIe siècle. Si vous avez trouvé cette analyse utile, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à produire ce type de contenu approfondi sur la géopolitique mondiale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.